Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK, consacrée aujourd'hui aux conséquences des fusions d'intercommunalités sur l'exercice et la mise en œuvre de la compétence action sociale dans ces nouveaux territoires. Je suis Loredana et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Lespinasse, DGA des services cohésion sociale, directeur du CIAS Communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud-Meuse, mais également vice-président de l'ANCAS, avec qui nous sommes en partenariat pour cette webconférence. J'accueille également Bernard Saint-Germain, chargé de mission à Territoire Conseil, ex-mairie Conseil depuis 1995 et spécialiste des questions de cohésion sociale des territoires intercommunaux. Messieurs, bonjour. 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 Alors, comme vous allez nous l'expliquer dans un instant, dans un contexte général de réorganisation du bloc local et au lendemain de nombreuses fusions d'intercommunalités, la mise en œuvre de la compétence action sociale à l'échelle intercommunale doit faire face à de nouveaux défis. Notamment, et bien que la création d'un CIAS soit facultative, certaines structures intercommunales ont repris la gestion de structures créées par l'une des communautés fusionnées. Cela conduit nécessairement à mener une réflexion stratégique autour de l'exercice des compétences sociales sous l'angle de cette nouvelle réalité territoriale. Alors, Monsieur Saint-Germain, si vous pouviez revenir à la page précédente du PowerPoint pour que je puisse profiter de l'occasion pour informer nos auditeurs que les solutions juridiques et méthodologiques proposées par VK sont parfaitement à jour de ces solutions. Et en l'occurrence, je souhaitais vous présenter très rapidement en 2 mots nos services documentaires animation du projet social local que vous voyez sur votre écran et gouvernance intercommunale dont le millésime paraîtra début juin. Ces services ont été profondément actualisés pour tenir compte justement de toute cette actualité. Ils ont été conçus afin de décrypter pour vous les arcanes de ces évolutions et vous en assure une lecture claire et exhaustive. Il s'agissait donc là d'un complément tout naturel à notre sujet d'aujourd'hui et vous pourrez les retrouver sur notre site vk.fr dans l'onglet édition. Messieurs, juste avant de vous laisser la parole, quelques toutes petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de cette session. Au cours de la webconférence, mesdames, messieurs, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre du même nom, donc la fenêtre questions, qui se trouve dans l'interface GoToWebinar, en bas à droite de votre écran. Il y a un petit onglet questions, c'est là que vous pouvez poser vos questions. Et bien sûr, messieurs Lespinasse et Saint-Germain feront tout leur possible pour y répondre dans la seconde partie à l'issue de leur présentation. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Et enfin, je vous informe que cette conférence va donner lieu à un enregistrement, est enregistré, et cet enregistrement sera mis en ligne dans les jours à venir et vous recevrez par email le lien. Eh bien, Monsieur Saint-Germain, c'est à vous, je vous laisse la parole pour la première partie. À tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Donc, il me revient d'introduire cette première partie sur l'aspect du sommaire que vous avez sous les yeux. Donc, on abordera les réformes récentes qui concernent l'action sociale intercommunale. On abordera la question délicate des fusions de PCI qui sont des fois, comment dirais-je, des machines à redistribuer aux communes des compétences intercommunales optionnelles et notamment des compétences à caractère social. Et puis revenir sur les CIAS, sur ce qu'ils font aujourd'hui grâce à une étude que nous avons menée avec l'UPCAS. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc là, les récentes réformes que nous avons eues, je reviens à 2005 parce qu'il me semble tout à fait important de signaler que c'est à partir de cette date qu'il y a eu la création du bloc d'action sociale d'intérêt communautaire et qui a donné une légitimité aux agglomérations et aux communautés de communes d'investir dans le champ du social et d'être reconnu comme un acteur à part entière pour les autres partenaires. Et avant cette loi, 50% des communautés de communes, notamment, exerçaient déjà des compétences sociales. Mais cette loi a donné la légitimité complète aux interpros de s'investir dans le social. Et cette loi rappelait qu'on pouvait aussi créer un CIS pour gérer tout ou partie des compétences sociales. En 2010,
la réforme qui a mené à au premier chamboulement de la carte d'intercommunalité, avec pour conséquence un système de fusion sur 2 ans qui permettait donc aux intercos d'avoir un peu plus de temps pour fusionner, alors que la loi NOTRe ne donnait qu'une année aux élus pour revenir converger sur des compétences optionnelles. Ce qui est intéressant aussi à mentionner sur cette réforme, c'est que il y a la création des communes nouvelles, il y en a de plus en plus, et commune nouvelle veut dire aussi nouveau CCAS. Et donc c'est important aussi dans le champ du social de voir émerger sur ces communes nouvelles des territoires qui n'avaient pas vraiment ces CCAS et qui se dotent maintenant du un véritable outil pour l'action sociale de leur commune. 15 métropoles qui ont été reconnues. Cela du commun. Toutefois, il est intéressant de voir que toutes les métropoles devront choisir 3 compétences sociales à département, et c'est pas sans incidence sur les politiques territoriales d'action sociale. On n'est pas non plus à l'abri d'une nouvelle loi qui imposerait à toutes les métropoles de faire comme à Lyon, c'est-à-dire de prendre l'ensemble et l'intégralité des compétences du département, ce qui pose, comme on le voit d'ailleurs sur le département du Rhône à côté de la métropole, un certain nombre de déséquilibres de façon importante. Alors, ensuite, la loi NOTRe donc, de 2015, avec des seuils de population à au moins de 15 000 habitants, on verra que dans la pratique, ce seuil a été largement dépassé. Et le fait aussi que cette loi a permis aux CCAS des villes de moins de 1500 habitants de devenir facultatifs. C'est un petit peu similaire de le dire facultatif, puisque dans beaucoup de départements, les préfets ont écrit aux maires de ces communes en disant vous devez supprimer votre CCAS, il ne sert plus à rien. Cette loi, la loi NOTRe, précise aussi que s'il y a un CIAS sur le territoire, eh bien c'est le CIAS qui prend le relais du CCAS dissous. Bon, des aides d'urgence, des aides facultatifs, et il ne pourra pas remplacer le CCAS qui vont poser des problèmes sur les territoires. Alors, sur Excusez-moi, je me permets d'intervenir parce que on a énormément de problèmes de son. On a beaucoup, beaucoup de mal à vous entendre et les auditeurs également. Je ne sais pas si Monsieur Lespinasse, vous souhaitez intervenir un petit peu, un peu ou en partie ou en totalité, parce que les auditeurs me disent tous que concrètement, ils n'entendent vraiment pas grand-chose de ce qui se dit. Je ne sais pas. C'est un problème de connexion peut-être du côté de Monsieur Saint-Germain. J'en ai peur, oui, j'en ai peur parce que j'ai l'impression que en ce qui nous concerne, ça passe bien. Mais effectivement, enfin moi en tout cas, j'ai du mal à entendre, la totalité des propos malheureusement. Je sais pas mais j'ai pas mal d'auditeurs qui me signalent le même problème, donc on peut réessayer 5 minutes et je me permettrai de réintervenir dans 5 minutes si ça continue comme ça, si ça vous embête pas. Je prendrai le relais. D'accord, merci. Ouais. Bon, alors, je suis désolé, il paraît qu'on m'entend très très mal. Donc, cette image, pour faire le point concernant l'évolution de l'intercommunalité, et on voit bien que ce sont les communautés communes
qui ont été le plus touchés par les des communautés de communes ont été concernés par ces fusions. Et on a des moyennes par EPCI, donc de 52 300 habitants, ce qui fait un bond quantitatif assez énorme. Alors, aussi mis en évidence maintenant parce que quand on parle d'action sociale, on parle de proximité, et donc si on a des territoires très vastes, une population dispersée sur ce territoire, l'action sociale, ça pourrait être efficace. Donc, la loi NOTRe sur l'action sociale, eh bien, bon, on l'a possible des choses de gestion de confidentialité pour les dossiers transmis par les services sociaux. Les services sociaux qui sont, comment dirais-je, elles craignent qu'il n'y ait pas de respect du secret, de la confidentialité. Et donc, quand le CCAS n'existe plus, c'est au conseil municipal de délibérer à comment dire, huis clos, et donc ça ne va pas arranger et fluidifier les relations entre ces élus et les centres sociales. Autre nouveauté par rapport à 2010, il y a possibilité de mettre en place des syndicats pour des IAS. Seuls maintenant des PCI à fiscalité tableau et les comités de communes en ce qui nous concerne sont. Monsieur Saint-Germain, je ne sais pas si vous m'entendez, je reprends la parole parce que c'est quasiment inaudible pour nous ainsi que pour la plupart des auditeurs malheureusement. Donc on me dit que c'est vraiment très compliqué de suivre le propos. Un CIAS. Donc on train de mettre, on a plein de bancs, on a plusieurs interventions de terrain pour connaître ces questions. Et puis tout à l'heure, la réflexion à mettre en place. Et à essayer de réfléchir sur la notion de proximité sur le territoire quand on veut développer une action sociale intercommunale d'intérêt communautaire. Alors, Monsieur Lespinasse, vous m'entendez? Oui, je vous entends. PCI. Je pense qu'on va passer le relais à Monsieur Lespinasse éventuellement parce que là vraiment tout le monde me dit que le son est vraiment extrêmement mauvais. Je pense que c'est assez désagréable pour les auditeurs. Je suis désolée, mais on vous entend quasiment pas en fait. Ça fait que de couper et on n'arrive absolument pas à suivre le propos. Donc si Monsieur Lespinasse est d'accord, on va fonctionner comme ça pour la fin de cette première partie. Oui, je vais essayer de remplacer Bernard Saint-Germain. Oui, sur le tas, je suis désolée. Donc merci beaucoup. Ouais. Je mets mon diaporama en mode. Alors, pour l'instant, je pense que si Monsieur Saint-Germain est d'accord ou ma collègue Julie qui est à ses côtés, c'est eux qui vont continuer à passer puisqu'on est toujours sur cette partie-là. D'accord. On continue. Et ensuite, on passera au vôtre dans un second temps, Monsieur Lespinasse. Donc là, on en était à la partie des fusions des EPCI après que Bernard Saint-Germain ait donné quelques précisions sur les compétences d'action sociale dans le cadre des fusions. Moi, je rajouterais, je pense que Bernard l'a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est passé d'un système où les fusions de PCI ou les rapprochements de PCI étaient favorisés et désormais sont obligatoires. Et donc, ça contraint les EPCI à prendre des décisions et à fusionner entre PCI qui n'avaient pas forcément les mêmes vocations, les mêmes envies, les mêmes projets. Et donc, ça oblige à réfléchir au projet de territoire. Et du coup, ça peut mettre en danger certains CIAS qui se retrouvent à devoir redéfinir leur territoire. Donc, la partie dans laquelle nous étions, c'était les fusions de PCI. Donc,
il y a plusieurs cas de figure. Si le PCI issu de la fusion ne prend pas la compétence action sociale d'intérêt communautaire, cet EPCI dispose d'un an après la fusion pour restituer la compétence aux communes et aux CCAS si ça n'a pas été fait au 1er janvier de la fusion. Donc en quelque sorte, si ça n'a pas été fait au 1er janvier 2017, les modifications des statuts avec restitution de la compétence aux communes doivent se faire dans l'année 2017 pour une modification des statuts au 1er janvier 2018. Et ça pourrait signifier la restitution de la compétence d'action sociale aux communes et ou aux CCAS. Il y a la possibilité pour pallier à cette disparition de la compétence de créer des services communs opérationnels qu'on pourrait résumer en disant l'intercommunalité porte des services à la population. Alors ça peut aussi s'entendre sur les services fonctionnels, mais aussi sur les services opérationnels. Et il y a des accords avec les communes ou des prestations de services qui sont fournies pour que le service soit commun, comme son nom l'indique, à tout l'ensemble du territoire, mais c'est pas à proprement parler un transfert. Et toutes les communes ne sont pas obligées d'y contribuer ou de l'acheter. Et puis si l'action sociale n'est plus intercommunale, et ben par définition, les CIAS sont dissous. Automatiquement, alors il y a peut-être il y a des procédures juridiques, mais sont dissous. Alors voilà. Ensuite, deuxième cas de figure, si le PICI issu de la fusion prend la compétence action sociale d'intérêt communautaire, donc ça c'est les statuts dès la première année, et puis 2 ans à partir de la fusion, donc les intercommunalités ont jusqu'au 31 décembre 2018 pour définir l'intérêt communautaire. L'intérêt communautaire, c'est, et puis j'essaierai de l'illustrer tout à l'heure dans les exemples, c'est la manière qu'ont les EPCI de faire un petit peu de dentelle, de cousu humain, pour savoir comment se déclinent les statuts et comment l'action sociale est mise en place sur le territoire, avec il peut y avoir quelques différences sur le territoire par rapport aux établissements notamment. Voilà, alors ce qui est important dans cette diapo, c'est que il y a deux choses à définir. Enfin, la première, c'est qu'en fait, l'intercommunalité décide si oui ou non elle veut de l'intercommunalité sociale. Ça, c'est une première chose. Donc, elle prend ou pas, ou elle renouvelle ou pas la compétence optionnelle action sociale d'intérêt communautaire. Et si elle a décidé de faire ça, est-ce que oui ou non, elle utilise l'outil CIAS pour la mettre en œuvre, pour tout ou partie, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième question que devrait se poser le PCI, et de recréer un CIS ou de le modifier ou de modifier l'espace du CIS et ses compétences au cours du vote des statuts puis de l'intérêt communautaire. Ensuite, il y a le cas de figure où l'intercommunalité, la nouvelle intercommunalité issue de la fusion conserve la compétence action sociale, enfin conserve parce qu'il y a un CIAS qui existe déjà sur un des EPCI. Donc le CIS préexistant exerce les mêmes compétences dans le même périmètre qu'auparavant durant 1 an. C'est-à-dire que la loi a permis qu'au 1er janvier 2017, au moment de la fusion, s'il y a 3 EPCI qui fusionnent, ça en fait plus qu'un. Il y avait un seul CIS sur une des 3 intercommunalités. Ce CIS continue avec le même conseil d'administration, avec les mêmes compétences sur le même territoire qu'avant la fusion. Et ils ont 1 an pour déterminer si oui ou non ils veulent garder la compétence action sociale. À compter du 1er janvier 2018, le CIS exerce ses compétences sur la totalité du territoire, mais il lui reste 1 an vraiment pour déterminer l'intérêt communautaire et faire le cousu humain et la dentelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a un outil qui est très important pour aider l'intercommunalité à déterminer son intérêt communautaire, parce que sur un territoire qui fusionne, il y a parfois de très grandes différences de bassin de vie, de services, avec des habitants qui cohabitent pas parce qu'ils sont à des extrémités, avec
une culture politique de l'action sociale parfois très différente, avec dans un endroit c'est centré sur les CCS, dans un autre c'est déjà depuis très longtemps dans l'esprit intercommunal, avec des analyses diverses d'un territoire à l'autre, et donc ce qui est un outil très important et qui est développé actuellement, puisqu'on est sur la pleine année 2017 où il va falloir ensuite déterminer l'intérêt communautaire, c'est d'entamer une analyse des besoins sociaux intercommunales qui permet d'accompagner la réflexion. Alors, analyse des besoins sociaux qui peut être sur tous les sujets, sur un sujet en particulier, avec une méthode particulière, avec une méthodologie particulière, mais ça permet d'éclairer l'ensemble des élus sur les décisions qu'ils devront prendre sur l'intérêt communautaire. Donc voilà concernant les EPCI qui sont face aux obligations des fusions avec la présence ou non de CIAS. Mais on comprend, et j'en dirai deux mots tout à l'heure, que quand il y a un CIAS qui est dans une des intercos qui fusionnent, ça questionne immédiatement son extension ou pas, et l'année 2017 est une année, enfin déjà les 6 premiers mois, là, les 5 premiers mois ont été des mois d'interrogation et de remise en question de l'interco social et du CIAS. Et sur certains territoires, il faut recommencer à zéro toute la démarche pédagogique, éducative de la culture intercommunale d'action sociale. Voilà. Ensuite, pour illustrer de manière assez générale ce qu'on vient de dire et les premiers chiffres qu'a donné Bernard Saint-Germain, donc je ne sais plus en quelle année, je crois en 2016, le CIAS, l'Union nationale des CCAS et Territoire Conseil ont mis en place une étude sur les CIAS en France, donc les ont répertoriés. Vous avez sous les yeux donc la carte du nombre de CIAS estimés en 2014. Il y en avait 397 et vous avez les différentes tailles de CIAS par département, ou le nombre de CIAS par département. On voit, mais ça c'est historique, des secteurs très avancé au niveau des CIAS. Ensuite, vous avez les progressions des CIAS, où on voit que en 1994, il y en avait que 61, qu'en 2014, il y en avait 397, mais tout ceci s'explique par les premiers éléments juridiques qu'a exposé tout à l'heure Bernard Saint-Germain sur l'évolution des textes depuis 2005, l'accélération du regroupement des intercommunalités et donc la nécessité de parler d'intercommunalité, notamment d'intercommunalité sociale, qui en plus depuis 2005 est vraiment facilitée. Mais ça démontre aussi que l'esprit de l'intercommunalité sociale s'est développé et que évidemment tous ces CIS n'ont pas été mis en place sous la contrainte de la loi. L'essentiel a été développé volontairement, ce qui tendrait à démontrer que les arguments progressivement portent. Donc on voit qu'il y en a 6 fois plus en 20 ans. Donc ensuite, l'enquête que j'évoquais qui portait surtout sur les raisons pour lesquelles les EPCI créaient des CIAS. Donc vous avez trois grands critères, hein. Dès la création de l'EPCI et la prise de compétences, donc ça fait un tiers des CIS interrogés. L'EPCI, au moment de se créer, a décidé de prendre l'interco social et de créer un CIS, ou devait le faire parce qu'il y avait un CCS par exemple qui portait des établissements sociaux, médico-sociaux, et comme ça doit être porté par un CCS ou un CIS, si la compétence est transférée, le CIS est indispensable. Entre 1 et 10 ans après la création de l'EPCI et la prise de compétences, donc ça c'est le deuxième tiers, et puis plus de 10 ans après la création de l'EPCI et la prise de compétences, donc on voit que c'est assez bien réparti, on pourrait dire qu'il y a 3 tiers. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de règles, et que l'avantage de l'intercommunalité sociale, c'est que le contenu des compétences
peut évoluer en fonction du projet politique, en fonction de la culture de l'intercommunalité sur la volonté ou pas de traiter le sujet de manière intercommunale. Vous avez ensuite les services et établissements gérés par le CIAS, où on voit que les trois premiers, alors il y a juste le deuxième, on voit pas ce que c'est, et je crois que de mémoire c'est aussi une question personne âgée. Donc on voit que les services et établissements gérés par la centaine de CIS qui ont répondu à l'enquête, on est sur de la compétence personnes âgées majoritairement. On retrouve des services enfance. Il doit y avoir quelque part dans les chiffres également les multi-accueils, les crèches qu'on voit pas apparaître, et puis ensuite de manière plus accessoire, l'accueil de loisirs ou la gestion d'un CHRS. Compte tenu du taux de réponse, les CHRS, ça pourrait bien concerner que deux CIAS. Bon, c'est indicatif, mais ça peut aussi donner une indication dans le cadre d'une démarche de développement d'un CIAS, d'identifier quels sont les sujets sur lesquels on peut vraiment démarrer la réflexion. Les trois principales raisons menant à la création d'un CIAS, donc c'est toujours le résultat de l'enquête, hein, la création de nouveaux services et équipements, 57%, c'est à l'occasion de la volonté de créer un nouveau service que la proposition qu'il soit porté ou mis en place par un CIAS a été émise. En réponse à une problématique spécifique du territoire, il a été décidé sur un territoire que ça devait être l'interco qui devait gérer ce problème parce qu'il avait été repéré comme étant commun à l'ensemble des habitants du territoire, et puis renforcer l'accessibilité à l'offre de services. C'est un moyen de dire aussi que une commune seule ne peut pas forcément offrir des services, une interco a plus de moyens de le faire, et donc se constitue un CIS pour pouvoir offrir un service sur l'ensemble du territoire. Ensuite, à la création du CIAS, donc ça c'était avant les fusions obligatoires hein, de 2017, mais on est à peu près dans la même dynamique. Donc si on prend le schéma juste avant avec les camemberts, est-ce que les CIAS ont été dissous ou maintenus? Vous voyez que la majorité n'a pas entraîné de suppression de ces CIAS. Donc là, la question, c'est bien la corrélation entre la mise en place d'un CIS et la dissolution des CCS en dehors de la possibilité qu'offrait la loi NOTRe de dissoudre les CCAS. Et puis vous avez ensuite les autres chiffres. La création du CIS a entraîné la suppression de tous les CCAS dans 17% des cas, et dans 6%, on ne sait pas. Et il y a une flèche, c'est la création du CIS a entraîné la suppression de certains CCAS. En général, c'est parce que ces CCAS n'étaient plus pourvus de compétences puisqu'elles avaient été transférées. Donc voilà sur cette illustration-là, mais ça veut dire encore une fois qu'il n'y a pas de règle et que ce sont bien les territoires en fonction de leur spécificité qui décident, spécificité projet politique, qui décident de garder les CCAS ou pas, de développer telle ou telle matière ou pas, et puis dans le cadre de l'intérêt communautaire, de faire de la dentelle. Ensuite, toujours sur les compétences et actions des CIAS. Donc là, c'est plus précis. Vous avez, alors on va peut-être pas passer tout en revue, mais c'est la compétence personne âgée qui est la plus importante. Alors personne âgée tout compris, hein, dedans il y a les établissements, l'animation en milieu rural, enfin tout ce qu'on peut imaginer en matière de personnes âgées. Et vous avez en plus le tableau vous donne une illustration d'une éventuelle cogestion de la compétence entre le CIS et le PCI, entre le CIS en exclusivité ou le PCI qui le gère tout seul. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on peut avoir la compétence intercommunale d'action sociale sans pour autant avoir besoin de déployer un CIS. C'est ça qui fait la différence dans ces chiffres.
Ensuite, le pourcentage de CIAS impliqués dans les différentes missions de base. Donc vous avez en illustration les compétences obligatoires qu'on appelle l'aide sociale légale de manière au sens large, mais qui sont les 4 compétences obligatoires. Enfin, sauf aide financière ou secours d'urgence, hein, c'est pas obligatoire. Donc on voit bien qu'il n'y a pas la moitié des CIAS qui ont les compétences, on va dire oui, de base, qui sont le cœur de métier des CCAS. On voit également que ces pourcentages augmentent dans l'enquête lorsqu'il n'existe plus de CCS sur le territoire. Évidemment, s'il n'y a plus de CCAS, l'aide sociale légale est tenue par le CIAS et les aides financières facultatives également. Donc voilà. Et puis donc, évidemment, on peut se demander pourquoi il faut créer un CIAS. Les arguments, ils sont très nombreux. La proposition, c'est d'en détailler 3, enfin d'en démontrer 3. Le CIAS est un centre de ressources pour tous. Alors ça, c'est l'expérience également qu'a Bernard Saint-Germain des échanges qu'il a avec l'ensemble des intercommunalités sur le territoire, où le CIS sert de centre de ressources aux communes, aux autres CCAS. C'est évidemment plus facile dans un CIS équipé avec pas mal de personnel de mobiliser des ressources, de les traiter, de les organiser et de servir de centre de ressources. Le CIS permet de mobiliser les élus sur l'action sociale, les élus au sens large sur l'ensemble du territoire. Et on a vu tout à l'heure que l'analyse des besoins sociaux était un outil mobilisateur très important. Et il assure la coordination des actions et des acteurs sociaux du territoire. C'est la fonction de base également d'un CCS et d'un CIAS, mais c'est un axe d'approche qui peut être mis en avant pour justifier, argumenter, expliquer, sans vouloir prendre parti, la nécessité ou pas de mettre en place un CIAS. Voilà trois grandes raisons pour lesquelles on peut créer un CIS et 3 grandes séries d'arguments sur lesquels on peut s'appuyer pour passer à un CIS sur l'intercommunalité sociale. Donc voilà, j'espère Bernard que j'ai pas trop trahi ta préparation. Je pense que il nous entend, mais je pense que nous on peut pas l'entendre. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'imagine que c'est évidemment très très compliqué de reprendre une partie qui n'était pas initialement la vôtre. Donc justement, on va passer à la vôtre. Donc de ce pas, je vous désigne comme présentateur afin qu'on puisse voir apparaître votre écran. Donc il y a quelques secondes, voilà, parfait. Donc, je voulais juste dire avant de démarrer qu'en fait je ne suis pas vice-président de l'ANCAS, je suis administrateur, donc membre du conseil d'administration, et je suis assez fier finalement de participer à la première webconférence commune ANCAS VK dans le cadre du partenariat entre les deux structures. Donc on va essayer d'être le plus clair possible. Et oui, on a une vingtaine de minutes devant nous. Bon, après un petit propos liminaire. Monsieur Lespinasse, est-ce que vous avez la possibilité de passer en diaporama pour qu'on voit plus, qu'on voit le PowerPoint en grand? Pourquoi? C'est parce que c'était voilà. Est-ce que là vous voyez comme il faut? Ou pas? Alors moi là j'ai toujours la. Je recommence. Ça va être bon, là c'est revenu en... Voilà, parfait. Voilà, je ne vous interromps plus. J'ai débranché mon deuxième écran. Parfait. Voilà, donc le sommaire, petit propos liminaire, une petite explication sur la fusion de l'intercommunalité dans laquelle je travaille, quelques exemples ailleurs, ensuite quelques exemples et quelques propos sur le coût humain, et puis comment faire d'une contrainte une opportunité. J'en parlais tout à l'heure, on est maintenant dans un contexte de fusion obligatoire. Mon petit propos liminaire, c'était juste pour illustrer à tous nos auditeurs que Bar-le-Duc était au centre du monde. Donc là, vous avez une carte où on voit bien la situation géographique de Bar-le-Duc sur un département rural, 192 000 habitants, 500 communes sur toute la Meuse.
La plus grande ville, c'est Verdun, au nord de la Meuse. J'ai pas besoin de présenter Verdun. Et la préfecture Bar-le-Duc, qui a 16 000 habitants. Et donc à gauche, vous avez le découpage de l'intercommunalité. Alors si on voit ma souris, on voit que là, c'est Bar-le-Duc, donc qui est la ville-centre de l'agglomération et qui est la ville-préfecture. Et la deuxième commune la plus grosse, c'est donc Ligny-en-Barrois, qui est ici, qui fait 4200 habitants. Et c'est donc une intercommunalité née de la fusion de deux communautés de communes, cette fois-ci fusion volontaire, au 1er janvier 2013. Donc en fait, je le disais tout à l'heure, pour les arguments, les angles d'approche du sujet sont très nombreux. On peut faire une conférence uniquement sur le plan juridique, une conférence sur le plan administratif, enfin bon, il y a plein d'angles. En ce qui me concerne, sur cette partie-là, j'ai choisi d'être assez concret sur des exemples, sur notre agglo, mais aussi sur d'autres. La seule ambition que j'ai et qu'on a, c'est de partager l'expérience. Quand je dis on, c'est l'ANCAS, et une analyse. Et tout au long de ce que je vous présenterai, je vous dirai bien qu'il n'y a pas de modèle. Peut-être même que le CIS de Bar-le-Duc est un anti-modèle, mais au moins ça permet d'avoir une base de réflexion. Donc la fusion de notre communauté d'agglomération. Donc la communauté d'agglomération Bar-le-Duc Sud-Meuse est issue d'une fusion volontaire en janvier 2013 de deux communautés de communes qui étaient la communauté de communes de Bar-le-Duc et la communauté de communes de Centre-Ornain. Celle de Bar-le-Duc étant 2 fois plus importante en nombre d'habitants que celle de Centre-Ornain. C'était le cas le plus simple. D'une part, parce que c'était une fusion volontaire, donc il y avait un accord politique pour travailler sur un nouveau territoire. D'autre part, parce que il y avait une convergence des compétences quasiment sur tous les sujets. Le fin du fin, le luxe du luxe, c'est qu'il y avait sur chacun des territoires la préexistence de 2 CIAS, donc les débats liés à la création du CIS, tout ce qu'on a vu tout à l'heure et qu'on reverra un petit peu tout à l'heure après, il n'y avait plus de débat à avoir, il suffisait entre guillemets, de travailler à une fusion technique, disons. Il y avait quelques ajustements politiques sur les périmètres des compétences, mais de manière générale, c'était assez simple. Et puis, autre point qui est aussi particulier, que c'est pareil, c'est pas un modèle, depuis très longtemps sur la communauté de communes de Bar-le-Duc, l'ensemble des services fonctionnels sont mutualisés, la direction générale est mutualisée, et donc moi, en tant que directeur général adjoint, je suis directeur général adjoint de l'agglomération, mais j'ai en charge des actions liées à la ville. Et en même temps, je dirige le CIS, ce qui permet, sur l'ensemble de l'agglomération et de la ville de Bar-le-Duc et du CIS, d'avoir une vision globale, à la fois au niveau des élus et au niveau de la direction, ce qui permet une certaine forme de cohérence. Mais on est sur un territoire qui le permet, puisqu'il y a 37 000 habitants et 33 communes. C'est un petit peu plus simple, mais il est probable qu'à partir d'un certain seuil d'habitants ou de budget, ce soit un petit peu plus compliqué. Donc je parlais tout à l'heure de concordance des compétences sociales entre les 2 CIS, donc je vous fais grâce du détail de ces convergences, mais on retrouvait personnes âgées, petite enfance, prévention de la délinquance, jeunesse des 2 côtés, avec plus ou moins de détails, sauf sur un point, concernant les multi-accueils, et c'est là qu'on arrive à l'intérêt de la définition de l'intérêt communautaire. Donc vous voyez à gauche que la compétence statutaire telle qu'elle a été définie était la fusion en quelque sorte des 2 statuts. Donc la communauté d'agglomération est compétente pour conduire des actions d'intérêt communautaire en matière de petite enfance et gérer des équipements d'intérêt communautaire dévolus à cette politique. Donc ça, ce sont les statuts. On a vu tout à l'heure dans la partie juridique que les nouvelles intercommunalités ont 1 an pour définir les statuts, puis auront 1 an supplémentaire pour définir le carré de droite qui est l'intérêt communautaire. Et donc, la communauté d'agglo prend la compétence petite enfance et fait la liste, entre autres, des établissements multi-accueil qui sont gérés par l'intercommunalité. Donc, il y en a 3. Et sur le territoire, il y en avait un 4e après la fusion, qui était sur la commune de Ligny-en-Barrois. Et par défaut, ce 4e multi-accueil, qui n'est pas cité dans l'intérêt communautaire, et bien par défaut, il reste communal.
Ça paraît tout simple, et en fait ça l'est. C'est issu de discussions politiques. À la fusion, les élus municipaux de Ligny-en-Barrois ne souhaitaient pas que leur multi-accueil devienne intercommunal. Il est resté communal dans le cadre de la définition de l'intérêt communautaire. Alors après, on peut se poser des questions sur la cohérence du territoire, etc. Mais on verra que comme l'histoire continue, eh bien au 1er janvier 2017, donc ça n'a rien à voir avec la loi NOTRe, hein, c'est le projet politique qui change. Il y a eu des transferts d'équipements sportifs, culturels, et le multi-accueil, qui en 2013, par la définition de l'intérêt communautaire, était resté communal, devient intercommunal, et donc depuis le 1er janvier 2017, le CIS est gestionnaire, en plus, de ce multi-accueil qui était resté communal, et donc il n'y a plus de problème de cohérence de la gestion des multi-accueils, puisqu'ils sont tous désormais intercommunaux, gérés par le CIAS. Et ça traduit bien là une évolution du projet dont on parlait tout à l'heure et que permet l'intérêt communautaire. Et puis c'est rajouté dans cette histoire qui continue sans cesse, en 2016 et 2017, une discussion politique sur la fusion éventuellement avec une communauté de communes voisines qui ni elle ni l'agglomération n'avaient, dans le cadre de la loi NOTRe, obligation de fusionner, mais c'était l'occasion, dans le cadre de la redéfinition des schémas départementaux, de proposer une fusion. Et bien à ce moment-là, toutes les questions se sont posées, toutes les questions que certainement nombre d'entre vous, auxquelles nombre d'entre vous sont certainement confrontés, et des gens, enfin des collègues que j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire quel projet on partage, est-ce que c'est intercommunal, est-ce que l'idée que ce soit intercommunal est partagée, comment on gère la proximité sur un très grand territoire, comment on s'assure de la présence des services si tout est intercommunalisé alors qu'ailleurs il y a un gros CCAS qui fonctionne. Si ça devient intercommunal, est-ce qu'on peut continuer à gérer la proximité? Et puis qu'en est-il de la gouvernance? Donc là, on ne va pas approfondir, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les services sont tous transversaux sur la communauté d'agglomération. Donc on voit bien que on est dans un contexte très évolutif, que les lois permettent aux intercommunalités de s'adapter, de progresser, de faire par étapes. Donc l'année 2017 est bien avancée, donc normalement les réflexions devraient être bien avancées, mais tout ça reste possible et favorisé. Donc il y a de quoi vraiment lancer le dialogue. Et donc ailleurs qu'à Bar-le-Duc, puisque Bar-le-Duc, vous l'avez compris, n'est pas un modèle, ailleurs, alors j'ai pas cité les intercos en question parce que je leur ai pas demandé si je pouvais les citer. Mais ce sont trois situations réelles. Donc, première situation, fusion de 3 EPCI obligatoire dans le cadre de la loi NOTRe au 1er janvier 2017. On l'a vu tout à l'heure dans la présentation initiale, un CIS présent sur un seul des 3 EPCI. Le président et une partie de l'exécutif souhaitent étendre le modèle à la nouvelle interco. Par contre, il y a des élus qui résistent sur les autres EPCI parce que eux ont des CCAS développés et s'inquiètent de la gestion de la proximité des usagers et de la transcription de la politique municipale dans un CIS où le CIS absorberait la politique municipale. Donc les décisions qui ont été prises et le processus qui a été mis en place, on l'a dit tout à l'heure, la loi le permet, donc en 2017, pas de changement, le CIS reste le même, les mêmes administrateurs, le même territoire sur une des 3 collectivités, une des 3 EPCI initiales, un des 3 EPCI, pardon. En revanche, dès le 1er janvier 2017, l'organigramme a été modifié pour bien identifier l'action sociale en son sein. Donc le collègue directeur du CIS devient directeur dans la nouvelle intercommunalité avec pour une partie de l'action sociale. Donc on voit que déjà la démarche est intégrée. Si ça s'intègre dans l'organigramme, c'est qu'il y a déjà une démarche politique. Le collègue a lancé une étude sur les activités des CCS. Il est allé tous les rencontrer pour savoir ce qui se faisait, pour ensuite restituer. Il y a eu un échange sur l'intercommunalité, sur le thème de l'intercommunalité sociale lors d'un séminaire avec tous les élus début mai. Ils ont passé une journée complète pour travailler sur leur statut et les différentes pistes d'intérêt communautaire. Et une après-midi complète sur la journée, donc l'après-midi de la journée, a été consacrée à l'intercommunalité sociale, où on a eu le plaisir avec Bernard Saint-Germain et l'Union nationale des CCAS d'intervenir pour faire un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire donner les pistes, des explications et répondre aux questions des élus. Ils ont prévu en septembre de voter les statuts et l'intérêt communautaire sera déterminé en 2018 en fonction des échanges qu'ils auront eus. Alors avec ou sans intercommunalité sociale et donc avec ou sans CIAS
Et donc, si c'est sans CIAS, il faudra restituer aux communes, sur l'intercommunalité initiale, les compétences. Situation 2, fusion de 2 EPCI obligatoires dans le cadre de la loi NOTRe au 1er janvier 2017. Pas d'intercommunalité sociale ni d'un côté ni de l'autre. Une gestion très différenciée, très diverse des multi-accueils, puisqu'il y a des multi-accueils en gestion communale, des multi-accueils en gestion, un multi-accueil en gestion intercommunale, et il y a même sur un des secteurs, sur une des communes, un SIVU, un syndicat intercommunal à vocation unique, qui gère un multi-accueil. Et donc, il y a eu tout de suite un souhait de le mettre en cohérence et de le rattacher dans une réflexion globale sur l'intercommunalité sociale. Donc, on voit, on l'a vu tout à l'heure dans le sondage, que on peut être amené à mettre en place l'intercommunalité sociale et un CIAS par l'entrée d'une thématique en particulier. Donc là, ça pourrait être la petite enfance. En 2017, on l'a vu comme tout à l'heure, pas de modification des périmètres. Par contre, c'était une des suggestions, lancement d'une étude petite enfance sur le territoire pour voir les mouvements de population, les enjeux démographiques, les enjeux géographiques, si les besoins sont bien tous pourvus. Et puis, dans les discussions avec les élus, la cohérence de la politique petite enfance est discutée en expliquant bien que c'est pas parce que la compétence devient intercommunale qu'il va y avoir des crèches construites dans tous les villages, puisqu'évidemment, ça inquiète les exécutifs des intercommunalités d'avoir trop d'investissements à faire, et que la petite enfance, ce n'est pas que les crèches. Donc on voit que grâce à cette fusion obligatoire avec un des 2 territoires qui ne voulait pas fusionner mais qui a été contraint. Du coup, une réflexion sur la petite enfance, sur une mise en cohérence de la petite enfance sur tout le territoire est entreprise et tous les acteurs, dont la ville-centre, s'y mettent. Donc ça peut être l'occasion de développer l'interco-social, voire un CIS. Troisième situation, fusion de 3 EPCI. On revient un peu dans le cas de figure de la situation 1. De la même manière, un CIS présent sur un seul des EPCI. Cette fois-ci, pas de volonté politique explicite d'étendre le modèle. Donc le CIS se trouve un petit peu isolé sur son ancien territoire. On est plutôt dans une indifférence autour de la présence et ou de la pertinence d'un CIS attendu. C'est pas un sujet qui est abordé politiquement, voire au sein de l'administration. Donc un isolement assez marqué des collègues du CIS, mais la problématique est la même, hein, le même territoire sur l'année 2017, il va bien falloir en 2017 déterminer les statuts, et si à l'action sociale ensuite déterminer l'intérêt communautaire, mais là le temps presse, on va dire. Le CIS, contrairement à tout à l'heure, n'est pas, la directrice du CIS n'est pas vraiment identifiée dans l'organigramme de la nouvelle interco, donc c'est difficile d'avoir des relais au sein de l'administration et auprès de l'exécutif. Et ils ont fait le choix également de lancer une analyse des besoins sociaux qui sera livrable sur septembre 2017 pour argumenter la place de l'action sociale dans la nouvelle intercommunalité et avoir des arguments pour que cette interco sociale puisse être vue sur son côté positif. Et donc là, de la même manière que dans le premier exemple, eh ben, le CIS peut être étendu ou disparaître. Alors évidemment, ne parlons pas des conséquences d'une disparition du CIS, des conséquences pas politiques, hein, des conséquences techniques, administratives. C'est souvent complexe de restituer, notamment dans ce cas, il y a des gros services d'aide à la personne, d'aide aux personnes âgées, des services d'aide à domicile, qui seront très compliqués à restituer à un CCAS. Et donc on en arrive à la partie du coût humain, qu'on peut appeler aussi la dentelle. Donc je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, donc en fait on voit que l'intérêt communautaire c'est bien la gestion des souhaits des territoires et c'est une vraie occasion, ces fusions, de retravailler sur l'intérêt communautaire et le projet de territoire. Donc on a vu tout à l'heure le multi-accueil sur l'agglomération de Bar-le-Duc avec un projet de territoire différent d'une équipe municipale à l'autre. Le travail sur la fusion entre une communauté de communes et entre l'agglo et la communauté de communes, c'était l'exemple de Bar-le-Duc tout à l'heure. Nous, on était entièrement intercommunal et de l'autre côté, il y avait sur l'autre intercommunalité un CCAS fort et implanté qui ne voulait pas devenir intercommunal. Donc ça oblige à construire des collaborations. Si on avait fusionné, mais la fusion pour l'instant ne se fait pas, mais si on avait fusionné, ça obligeait, c'était très intéressant à travailler une collaboration entre le CIAS qui aurait étendu son champ géographique et le CCAS
une fois que l'intérêt communautaire aura été cousu comme il se doit. Et puis, autre point qui est important, c'est les modalités de gestion des compétences. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'intercommunalité a une compétence qu'elle est obligée de gérer tout ce qui va avec. Chez nous, nous avons la compétence jeunesse, c'est-à-dire les dispositifs jeunesse, donc pas les centres de loisirs, hein, mais les dispositifs jeunesse, ce qu'on appelle les opérations ville-vie vacances dans les quartiers habitat, quartiers politiques de la ville. On a la compétence jeunesse, on met en place une politique jeunesse sur l'ensemble du territoire. Par contre, on a deux opérateurs. Le CIAS gère un dispositif sur une partie du territoire. Sur l'autre partie du territoire, c'est une association. Ce qui est harmonisé, ce sont les tarifs et les conditions d'accès pour les jeunes au dispositif. Donc tout ça, ça a été harmonisé, mais ce sont des gestionnaires différents. Donc tout ça pour dire aussi que, pour un peu déstresser les élus par rapport à ça, la compétence ne veut pas dire tout gérer, et c'est la même chose pour les établissements pour personnes âgées ou même petite enfance, mais sur l'agglomération de Bar-le-Duc, on a la compétence personnes âgées totale, on gère un EHPAD, mais il y a d'autres EHPAD sur le territoire qui sont gérés de manière totalement autonome et sur lesquels on n'a aucune prise, donc c'est pas du tout incompatible, pareil pour SIAD, et pour des services de portage de repas à domicile. Et puis troisième point concernant l'interco-social et le coût humain, c'est la proximité. Les EPCI grossissent, mais dans tous les cas, c'est bien les EPCI qui vont être chargés d'organiser les services de proximité et la proximité. Donc de toute manière, comme personne ne manque d'imagination, on trouvera de toute manière le moyen de l'organiser, cette proximité. En ce qui concerne les services de la cohésion sociale, c'est une de nos missions prioritaires, on pourrait dire d'être proche des gens. C'est pas parce qu'on est un CIAS, qu'on est très gros, qu'on est en opposition à la proximité. On peut faire de la proximité de toutes les manières possibles, imaginables. Ça va des permanences jusqu'à la création d'un site ou en s'appuyant sur les CCS ou en s'appuyant sur les associations. Le CIS, il est l'acteur de coordination de la proximité et de l'équité de traitement et de la relation à l'usager. D'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'il fait tous les jours pour ses propres services ou en collaboration avec les opérateurs sur le territoire. Et il peut lui-même être gestionnaire d'une ou de plusieurs maisons de services au public, qui sont des lieux dédiés à la proximité des usagers. Et puis évidemment, les CIS s'appuient sur les acteurs locaux avec des tissus associatifs très riches. Et donc, qui dit transfert de compétences ou prise de compétences d'intercommunalité sociale ne veut pas dire qu'on dépouille les associations de leurs fonctions. Et puis donc, comment on fait de l'opportunité une contrainte? De toute manière, on est maintenant sur un échelon incontournable. Pour moi, hein, ça c'est une position c'est vraiment une position personnelle. C'est une vraie opportunité pour l'action sociale parce qu'on est contraint. Alors, c'est peut-être sous la contrainte, mais on est contraint de démontrer ce qu'on fait. On devient visible, on passe de l'ombre à la lumière. On est obligé de mettre en avant nos savoir-faire, notre expérience, notre connaissance du territoire, de lancer des analyses des besoins sociaux. On est en mesure également de développer la mutualisation des moyens qui est tout à fait dans l'esprit de la loi. Et puis, ça nous donne une vision élargie des territoires, d'un bassin de vie, d'un décloisonnement des différents services. Et puis, pour ma part également, j'estime que l'intercommunalité ou les intercommunalités deviennent le socle des politiques de proximité. Je l'ai dit, c'est l'échelon qui est chargé d'organiser la proximité en lien avec l'ensemble des opérateurs. Et du coup, ça va devenir l'échelon de l'innovation de la proximité. Je le disais tout à l'heure, personne ne manque d'idées. Et on trouvera en matière d'action sociale, comme pour toutes les autres matières, à faire de la proximité avec les acteurs ou soi-même. Donc voilà rapidement les quelques illustrations que je pouvais vous proposer. Et donc, voilà, on peut passer aux questions visiblement. Oui, merci beaucoup, Monsieur Lespinassar. Effectivement, on a pris un tout petit peu de retard, notamment en raison du début du démarrage, tout à fait. Mais en tout cas, merci encore à vous d'avoir pris le relais. Vous pouvez rester sur la dernière slide. Il y a pas, oui, en pleine page, je pense que c'est mieux. Bon, si vous le voulez bien, on va quand même prendre quelques minutes pour les questions, parce que j'en ai quand même reçu quelques-unes entre-temps.
Alors, j'y vais de ce pas. La première, en cas de fusion de CIAS dont chacun gère un service de maintien à domicile qui sont du coup fusionnés, comment est autorisé le nouveau service qui en résulte? Et on me donne une petite info en plus, les deux CIAS antérieurs ont été dissous et un nouveau a été créé et la continuité de service a été assurée aussi bien pour les usagers que pour le personnel qui ne se sont rendus compte de rien. Moi, j'ai pas d'expérience en la matière, mais pour moi, il me semble tout simplement que le tarificateur, enfin celui qui donne l'autorisation, donc le conseil départemental, et je pense qu'il faut simplement leur demander un transfert d'autorisation, puisqu'en fait c'est juste un changement de gestionnaire avec un changement de numéro de siret. S'il n'y a pas entre-temps une modification du périmètre ou du contexte de l'autorisation ou du service rendu, il me semble, mais ça reste à approfondir donc dans le champ spécifique des établissements socio-médico-sociaux ou des établissements ou des services soumis à autorisation, qu'il suffit de demander au conseil départemental un transfert d'autorisation vers un nouveau gestionnaire. Ça se fait pour moi en dehors de tout appel à projet ou de tout changement substantiel du fond. D'ailleurs, ça peut être une bonne occasion pour mettre à jour l'autorisation, parce que parfois, quand les autorisations ont été données dans les années 70, on les retrouve même plus. Mm. En effet. Merci beaucoup. Je passe à la question suivante. Comment s'organise le conseil d'administration d'un CIAS? Est-ce une addition des différents conseils d'administration? Comment se choisissent les administrateurs en cours de mandat comme maintenant? En fait, un CIAS fonctionne exactement comme un CCAS, et sur un territoire, quand cohabitent des CCAS et des CIAS, ce sont des établissements publics distincts et il n'y a aucun lien entre les deux, administratif et juridique. Le CIAS répond dans le Code de l'action sociale et des familles exactement aux mêmes règles, c'est-à-dire que c'est bien à l'intercommunalité d'organiser la mise en place de son CIAS. Quand c'est en cours de mandat, comme actuellement ou comme pour nous, au 1er janvier 2013, on repart à zéro, c'est-à-dire que il faut en conseil d'agglo voter par un scrutin de liste, désigner par un scrutin de liste les administrateurs issus du conseil d'agglo ou du conseil communautaire qui seront membres du CIAS, puis publier un appel à candidature des associations, puis faire un arrêté de nomination des associations qui participeront au conseil d'administration du CIS. Tout ça, la procédure est la même, que ce soit au renouvellement du mandat ou en début de mandat, ou en cours de mandat, dans le cadre d'une fusion ou pas d'une fusion. Il y a absolument, les règles sont exactement les mêmes. Je vais même vous dire que nous, on a fusionné donc au 1er janvier 2013, donc on a dû refaire complètement notre conseil d'administration du CIS. Il y a eu les élections en 2014. On a recommencé un an après à refaire la composition du CIS. Et les règles de composition étant les mêmes que celles d'un CCAS, c'est maximum 33 administrateurs, donc 16 issus du conseil communautaire, 16 issus de la société civile, donc des associations, plus le président, puisque comme pour un CCAS, c'est le maire devient automatiquement président du CCAS, et pour les intercommunalités, c'est le président de l'intercommunalité qui est automatiquement président du CIAS. Et donc la répartition à l'intérieur du conseil d'administration, c'est purement politique au sens gestion du territoire. De toute manière, s'il y a plus de 16 communes, il ne pourra pas y avoir un représentant par commune. Donc il faut, par des discussions politiques, déterminer qui vient, quel secteur, dans quelles conditions. Enfin, tout ça, ça se discute en amont du vote en conseil d'agglo, en général, mais évidemment, c'est pas obligatoire. Puis concernant les associations, c'est la même chose. Il n'y a que 16 places. Si on va jusqu'à 16, on n'est pas obligé. Hein. Il faut choisir les associations qui sont les plus représentatives sur le territoire, y compris une représentation géographique. C'est notre cas. Il y a dans le conseil d'administration, il y a des associations qui ont une vocation sur toute l'intercommunalité. Il y en a d'autres qui ont une vocation plus sur le secteur de Ligny-en-Barrois ou plus sur le secteur de Bar-le-Duc. Tout ça, c'est une question d'équilibre et de discussion politique. Mais les règles administratives, c'est dans le Code de l'action sociale et des familles, ce sont les mêmes, exactement les mêmes que pour un CCAS. Alors, j'ai plusieurs auditeurs qui réagissent à ça. Une première qui me fait une remarque, il faut préciser que les conseillers communautaires doivent être titulaires pour siéger au sein du CA du CIAS. Oui, absolument. Et une question au regard de tout ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'il y a dissolution des CCAS dans ce cas? La dissolution des CCAS n'est pas obligatoire. Alors, la loi le permet en dessous de 1500 habitants, donc là, des communes peuvent profiter
de la création du CIS ou pas d'ailleurs, hein, ils peuvent le faire même s'il n'y a pas de CIS, supprimer leur CCAS, mais la suppression des CCS n'est absolument pas obligatoire. Elle va dépendre des volontés politiques et puis du contenu. C'est-à-dire que si, comme chez nous, l'intégralité de l'action sociale est transférée au CIAS, les CCS vont avoir du mal à trouver un intérêt et des sujets à animer puisque c'est le CIS qui les fait tous. Donc chez nous, volontairement, politiquement, sur Ligny-en-Barrois et sur Bar-le-Duc, il n'y a plus de CCAS qui tourne. Mais on peut tout à fait imaginer que le CCS de Bar-le-Duc ait pu continuer à perdurer pour traiter un sujet que ne traitait pas le CIAS. Il n'y a absolument aucune obligation. D'accord. Parce que du coup, au début de la webconférence, j'avais eu comme question quelles conséquences pour un CIAS si une commune de son interco a dissous son CCAS? Aucune pour le CIS en particulier. Aucune. Si c'est par exemple c'était un CCS de moins de 1500 habitants, s'il l'a dissous, c'est qu'il n'avait pas de compétences, donc il n'y a pas de conséquences sur ce sujet-là. Par contre, si c'est un CCS d'une commune de plus de 1500 habitants et que la compétence action sociale légale n'est pas transférée, c'est pas possible. Au-dessus de 1500 habitants, l'action sociale légale, si elle n'est pas transférée à l'intercommunalité, la commune doit garder son CCS pour gérer au moins ce qui est aide sociale légale. Donc là, il faut examiner territoire par territoire. Alors, une question un peu plus longue. Les villes-centres concentrent la précarité sociale et les communes de ceinture sont généralement plus touchées par le vieillissement de la population. Comment mettre tout le monde d'accord sur les compétences? Est-ce que c'est pas souvent une question de gros sous? Qui donne quoi et qui reçoit quoi concrètement? C'est une des premières questions qui est posée quand on parle d'intercommunalité sociale. Il n'y a pas de réponse unique, ça dépend des territoires. Et en fait, ça va dépendre de la stratégie des élus qui portent la volonté de faire une intercommunalité sociale. Et c'est aussi pour ça que on peut plus facilement parfois sur certains territoires amener l'idée même de l'intercommunalité sociale sur un sujet qui ferait consensus. On a vu tout à l'heure que l'essentiel des créations de CIS, c'était le secteur des personnes âgées. On peut créer l'intercommunalité sociale autour d'un sujet qui fait consensus, comme l'animation auprès des personnes âgées isolées. Il y en a dans toutes les communes, quelle que soit la question. C'est pas une question de précarité. Effectivement, après, si le CCS de la ville-centre a une politique d'aide sociale facultative pour les personnes en difficulté, c'est plus difficile de négocier un transfert de ce sujet-là, parce qu'automatiquement, vous avez les communes rurales qui vont dire, mais il n'y a pas besoin, nous, on va pas mettre de l'argent là-dedans, on n'a pas de pauvres chez nous. Je caricature, mais on peut entendre ça. Donc, vous n'allez pas nous mettre en intercommunalité une compétence que nous, a priori, on n'a pas besoin d'assumer. C'est vraiment du cas par cas, ça dépend des forces en présence, ça dépend des résistances, et l'analyse des besoins sociaux a un rôle à jouer. Souvent, quand un maire de village dit il n'y a pas de précarité, en général, ça ne résiste pas très très longtemps à l'analyse globale du territoire sur des chiffres objectifs. Merci beaucoup. J'avais une question complémentaire. Alors, désolée, je reviens un petit peu, on fait des allers-retours un peu entre les questions parce qu'entre-temps, j'ai des réactions qui m'arrivent. Donc, sur la question juste avant qui vous avait été posée sur la dissolution des CCS, est-ce que dans ce cas-là, donc en dessous de 1500 habitants, dans ce cas-là, qui gère les actions sociales légales? La ville, la mairie directement. D'accord. Donc c'est le conseil municipal qui notamment doit. Alors c'était dans les propos que disait Bernard Saint-Germain tout à l'heure, c'est dans son diaporama, mais bon, on l'a pas bien entendu, mais c'est ce qu'il expliquait. C'est que le problème, c'est que du coup, en dessous de 1500 habitants, c'est le conseil municipal qui doit traiter l'aide sociale légale et éventuellement l'aide sociale facultative s'il y en avait. Et du coup, le conseil municipal doit se réorganiser avec des séances à huis clos comme un CCAS. Donc ça facilite pas forcément la vie des petites communes de 1500 habitants qui ont supprimé leur CCAS. Enfin la vie. Si ça fait une instance administrative à gérer en moins, c'est d'ailleurs pour ça souvent que les CCS sont dissous, mais ça oblige le conseil municipal à se réunir différemment et en plus. Oui, d'accord. Confirmez-vous que la compétence petite enfance est optionnelle pour un CIAS? Pensez-vous que cela pourrait changer dans un futur proche?
La compétence petite enfance, c'est une compétence optionnelle pour l'intercommunalité. Si l'intercommunalité choisit dans sa compétence optionnelle de prendre la petite enfance et qu'il y a des multi-accueils, l'intercommunalité peut les gérer en direct sur son budget général intercommunalité, de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération, ou d'en confier la gestion au CIAS. C'est un choix. Ça se fait par délibération. Chez nous, la petite enfance a été transférée, donc les communes ne peuvent plus gérer de multi-accueil. L'intercommunalité a la compétence et a décidé de confier la gestion de l'intégralité de la compétence optionnelle action sociale, dont la petite enfance, au CIS qui devient gestionnaire. Est-ce que ça deviendra obligatoire? C'est pas sûr. En revanche, la Caisse nationale d'assurance familiale, d'allocation familiale, dans sa nouvelle convention de gestion avec l'État, projette que les aides CAF pour les multi-accueils ne seront déployées que si les multi-accueils sont intercommunaux. Donc, dans les faits, même si la compétence reste optionnelle, si les collectivités veulent continuer à gérer des multi-accueils, ils devront les intercommunaliser. C'est déjà le cas des contrats enfance-jeunesse. C'est notre cas également chez nous. Les contrats enfance-jeunesse ne sont signés plus qu'avec des intercommunalités, même si à l'intérieur il peut y avoir des actions municipales, comme des centres de loisirs notamment. C'est le cas chez nous, mais c'est signé qu'avec les intercommunalités, déjà les contrats enfance-jeunesse. Donc la compétence petite enfance, elle est facultative. Elle est facultative. Je ne sais pas si dans les tuyaux elle deviendra obligatoire, mais on va dire elle risque de devenir obligatoire de fait par l'exigence de la Caisse nationale d'allocation familiale, mais pas forcément sur le plan législatif. Alors, ouais, je vois le temps qui défile. On va faire encore 2-3 questions. Si vous avez toujours un peu de temps, Monsieur Lespinasse. L'aide sociale légale peut-elle être exercée sur un même territoire, à la fois par un CIAS à l'échelle de l'EPCI et un CCAS sur certaines parties du territoire? L'usager aurait ainsi le choix de s'orienter vers l'un ou vers l'autre. La réponse est oui et non, c'est-à-dire sur le plan juridique, si c'est transféré, c'est bien le CIAS qui en a la responsabilité. Par contre, et c'est une question qui nous est posée régulièrement sur tous les territoires, on ne peut pas imaginer notamment que la domiciliation d'un habitant d'un village à 30 km, domiciliation qui serait dans les compétences obligatoires du CIAS, qu'on oblige le ressortissant d'un village à venir faire 40 km pour se domicilier. Donc ça nécessite de toute manière de trouver un accord de fonctionnement avec les communes, les CCS, les associations ou je ne sais qui, ou faire des permanences pour que ça puisse se faire dans le lieu réel d'habitation de la personne. C'est bien un souci qui est posé, c'est bien ça l'organisation de la proximité. Donc pour résumer, sur le plan juridique, c'est bien le CIS qui en serait responsable si c'est transféré. En revanche, il faut trouver des solutions locales pour que ça puisse être fait dans les communes, par délégation. Alors, j'ai pas de réponse juridique à transmettre parce que j'ai pas eu l'occasion de me pencher sur la question. Mais c'est ce qu'on commençait à travailler chez nous justement, puisque dans le cadre de la fusion, le CCAS ne voulait pas lâcher toutes ses compétences. Donc, on aurait eu la compétence aide sociale légale, mais les habitants de la commune qui est à 20 km se seraient rendus dans leur CCAS et on aurait trouvé des modalités de collaboration juridico-administrative pour le faire. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, le choix de la CNAF de ne financer que des structures intercommunales n'est-il pas une entrave au principe de libre administration des collectivités? C'est pas à moi à répondre à la question. C'est pas inscrit dans la loi, c'est-à-dire la CAF. Je sais pas. Il pourrait y avoir une discussion juridico-politique sur le sujet. Pour moi, si sur le principe, on pourrait dire oui, mais en même temps, la CAF est financeur, elle fait ce qu'elle veut, elle donne de l'argent à qui elle a envie de le donner pour financer des multi-accueils. Après, celui qui veut rester en multi-accueil communal, ben il le fait, mais il aura plus les subsides de la CAF. Alors c'est vrai que c'est un peu spécieux comme argument, hein, mais bon, je pense que ça doit se discuter dans les associations d'élus. Moi, j'ai pas d'avis à exprimer sur le sujet particulier. Très bien, je vais passer à la dernière question qui est un peu 2 en 1 puisque c'est des questions un peu sur les élus.
comment rassurer les élus des petites communes sur un questionnement récurrent chez eux? Ne vont-ils pas perdre en proximité? Et également, comment les mobiliser? Ils ont parfois un peu peur de délivrer uniquement des aides facultatives ou des paniers de Noël pour les seniors. Mm. Bah, il y a beaucoup de travail de discussion. En fait, par expérience, ça ne fonctionne dans un premier temps que si il y a un ou deux élus, mais souvent un élu du territoire intercommunal convaincu de l'intérêt de l'intercommunalité et qui va faire le VRP de l'intercommunalité sociale, rencontrer les différents élus, les écouter, leur expliquer, répondre à leurs questions. Ça prend du temps parfois, mais c'est la seule solution. Ou faire comme on a fait donc dans l'intercommunalité dont je parlais tout à l'heure avec Bernard Saint-Germain et l'Union nationale, d'aller les rencontrer, de leur présenter ce qu'est un CIAS, la possibilité de faire du cousu humain, le fait que c'est pas parce qu'il y a un CIAS qu'on va dépouiller l'action sociale de tous les CCAS. Il n'y a que la discussion, il n'y a pas de formule magique, et il y a des élus de toute manière qu'on ne pourra pas convaincre. Donc après, c'est aussi un choix politique. Est-ce que le vote, est-ce que le président ou l'exécutif souhaite que le transfert de compétences se fasse à l'unanimité ou à la majorité? Il y a des territoires où ils veulent absolument que ça se fasse à l'unanimité, c'est souvent beaucoup plus long. Bah, si ça se fait à la majorité, il y aura des maires qui seront pas d'accord. Ça c'est, il n'y a pas de règle, mais il y a beaucoup d'explications. Moi, je suis beaucoup allé sur le terrain dans les territoires voisins qui m'ont sollicité avec l'élu pour expliquer, pour détailler, pour décrypter la situation locale, etc. Moi, je me souviens d'avoir assisté il y a quelques années à une réunion avec tous les élus d'un territoire rural qui voulaient créer un CIAS. Il y avait une question d'un CCS qui disait oui, mais nous, on a eu un leg, on a beaucoup d'argent dans notre CCS, le CIAS, vous allez nous prendre notre argent. Ben, la réponse est non. Donc c'est en répondant à ce genre de questions qu'on rassure les gens. Voilà. Mais ça ne passe que par ça. Très bien. Du dialogue et de la réassurance. Ce sera les mots de la fin. Exactement. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Lespinasse. Merci également à Monsieur Saint-Germain, même si on aurait apprécié l'entendre un peu plus. Désolé Bernard de t'avoir pris toute la parole. Non, mais merci d'avoir réussi à reprendre la main sur le fil comme ça. Donc on a même dépassé largement le temps qui nous était imparti pour cette webconférence. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, et je sais qu'il y en a certains, sachez que VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, vous le voyez sur la slide depuis tout à l'heure, qui vous permet de poser directement vos questions par téléphone à des experts. Pour plus de détails sur ce service ou sur les services documentaires dont je vous ai parlé en début de webconférence, je vous donne rendez-vous sur notre site vk.fr où je vous invite à contacter directement la relation clientèle au 01 53 35 17 17. Encore merci à Messieurs Saint-Germain et Monsieur Lespinasse, évidemment. Merci à tous nos auditeurs. Vous avez été très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Merci pour toutes vos questions très riches d'enseignements. Merci à tous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous, une prochaine webconférence. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée au nom de toute l'équipe VK. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.